mémorisé mes premières émotions de Corse en Super 8. C'était le format amateur couramment employé dans les années 70. La compagnie maritime d'alors portait le nom de SNCM, Société Nationale Corse Méditerranée, et l'on voyageait à bord des frets Scamaroni, Méditerranée et autres Cyrnos. Aujourd'hui, Corsica Sardinia Ferry a pris la relève et règne en maître. Avec force publicité, elle me donne l'illusion que je vais vivre malgré ou à cause de la nuit une traversée féerique. Lundi 9 septembre 2019, 21h. J'embarque à Toulon à bord du Pascal Lotte pour un voyage de nuit destination Bastia où je dois arriver le lendemain à 7h. C'est avec une demi-heure de retard que le bateau quitte le quai. Couloir et coursive affiche complet. La réalité prend soudain une autre dimension et donne aux voyageurs que je suis un sentiment de migrant embarqué sur un boat people. Fendant la mer dans l'obscurité, le Pascal Lotte a donné de la puissance de tous ses moteurs et le retard pris au départ est effacé. À 7h, le bateau est à quai, dans le port de Bastia. Je n'ai jamais vu un endroit offrant tant de diversité géographique. On peut passer de la montagne aux plages en quelques minutes. La Corse réunit tous les paysages de France. Pour l'instant, il fait encore nuit, et tel le flot des migrants, je m'aventure en terre corse. Vu l'heure, un café serait le bienvenu. Et je profite de cette pause café pour vous poster ma première carte. Mon premier objectif, Ponte Novo, pas tellement pour le pont ou ce qu'il en reste, mais pour le village imaginaire de Cariolo. Je dois donc quitter Bastia vers l'aéroport de Porrette, puis prendre la direction de Corte par la RN 193 qui conduit jusqu'à Ponte Novo. Là, Cariolo est à seulement quelques mètres du pont. Je dis bien quelques mètres, car Cariolo est une miniature issue de l'imagination débordante de Jean-Claude Marquis, un passionné d'architecture insulaire. C'est en 1997 que Jean-Claude a débuté la construction du village. 22 ans plus tard, son chef-d'œuvre s'épanouit en bordure de son jardin et s'offre au spectacle depuis la route. Les visiteurs ne manquent pas d'y faire escale, tant le souci du détail fait de ce village un reflet de la Corse authentique. Tout y est. Tour génoise, église, chapelle, pont de pierre, moulin, lavoir et même une planque du FLNC. L'arrière-plan, peint sur des panneaux, évoque la Corse montagneuse et je ne résiste pas au plaisir de vous poster d'ici ma deuxième carte. Comme je l'ai déjà dit, à quelques mètres de là, voici le fameux pont. À noter qu'il figure aussi dans le village miniature. Ce pont est un vestige historique. C'est ici le point final des affrontements entre les troupes de Pascal Paoli et celles armées du roi de France Louis XV. C'était durant les 8 et 9 mai 1769. Cette bataille ouvrit aux grenadiers français la route de Corte. Je reprends la route pour quelques kilomètres à peine, quelques kilomètres qui me conduisent à Pontelecce pour une seconde escale café. Escale courte, rien de bien extraordinaire, le pont, encore un. Pas de quoi poster une carte. Et je reprends encore la route, cette fois vers Urtaca, l'une des 5 communes de la vallée de l'Ostricone. Sans façade maritime, quoique ayant vue sur mer, le village par lui-même ne m'intéresse pas. J'ai juste focalisé sur la charcuterie Costa, établie sur son territoire. J'en fais une étape indispensable. Vous allez me dire, la vraie charcuterie corse, ça n'est pas le bon moment, les cochons sont importés, etc. Vous savez quoi? Je m'en fous.
Que les sangliers aient transité par la Bretagne, qu'importe. Il y a un savoir-faire, un tour de main et un goût incomparable. Allez, j'y vais de ma 3e carte. Et si vous n'aimez pas, je ne force personne, mais cela vaut bien une carte. On the road again. La mer me manque, cap sur l'île Rousse. L'île Rousse comporte un port de commerce qui est le 3e de Corse par l'importance du trafic de marchandises et de passagers, après Bastia et Ajaccio. C'est de là que je repartirai dans quelques jours. L'île Rousse, c'est aussi un espace couvert réservé au commerce des produits frais. Bâti en 1844, il est composé de 21 colonnes qui supportent une charpente en bois recouverte de tuiles. Il a été classé monument historique en janvier 1993. On y trouve toutes sortes de produits frais et du terroir, charcuterie locale, fromage fermier, pêche locale. Je suis fasciné par les langoustes. D'autant plus que l'heure du déjeuner approche. Tous ces produits m'ont ouvert l'appétit. Et c'est à proximité du marché, à l'Altore, que je décide de me sustenter de calmar à la mode corse. Il y avait bien de la langouste, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit que cela faisait vraiment grimper celui du kilo de linguine qui l'accompagnait. Après le repas, un peu de marche dans les rues d'Île Rousse pour digérer et en voiture pour Calvi, où je ne suis plus venu depuis 2 ans. Une bière sur le port, un coup d'œil dans le port, toujours grouillant de poissons et surtout de castagnols, une espèce quasiment disparue du littoral toulonnais. La nuit précédente a été courte ou longue, c'est selon qu'on voit les choses positivement ou pas, et la journée idem. L'heure est donc venue d'établir le camp de base, demain sera différent. Randonnée pédestre dans Calvi et sa citadelle et son nouveau musée. Un peu de vent, mais pas gênant pour le panorama. La ville est située sur une éminence dont la forme évoque celle d'une balle. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que sur cette éminence, ma route croise chaque fois une ruine de ruines, toujours la même, celle dite maison natale de Christophe Colomb. Le petit Larousse pourtant le fait naître à Gênes, et certains le voient espagnol, et cela fait beaucoup pour un seul homme. Un homme dont le souvenir est partout, sa statue, son hôtel, sa place, et même la proue en bronze de son bateau. Ensuite, passage au MUDAC, c'est-à-dire le musée des arts et de la citadelle de Calvi. C'est essentiellement la salle des peintures qui retient mon attention. Après le musée, je redescends vers le port, où le nautique m'attend pour l'apéro et le déjeuner. Ce sera un classique moule frites, sauf que les moules sont cuisinés comme à la marinière, mais baptisés au Cap Corse, le célèbre vin apéritif du sieur Mattei, qui donne au plat une pointe de velouté et de douceur. Je suis venu plusieurs fois en Corse, mais souvent cantonné dans le même secteur. Je ne puis donc prétendre à bien connaître l'île, ni même le lieu où j'ai évolué. Cette année, j'ai décidé d'ajouter, en plus de la terre et mer, une vision supplémentaire de Calvi et ses environs, une vision aérienne. Pour ce faire, j'ai pris contact avec l'aéroclub de Calvi, qu'une situation postale et géographique fait apparaître sur la commune de Calenzane, tout en étant proche de celui de l'aéroport de Sainte-Catherine, lui sur le territoire de Calvi. Sur la fréquence, c'est bien. À 17h15, je rencontre José qui, avec un Cessna 172 Skyhawk, va me faire visiter d'en haut cette zone que j'ai toujours vue d'en bas. Le plan de vol est prêt et va durer une trentaine de minutes. C'est un peu court, mais ça vaut le coup.
encore une carte postale. Passage au-dessus d'Île-Rousse, où je réembarquerai demain à 14h30. Bouchon pour accéder au port, finir à pied l'embarquement, le sac alourdi de cochonailles, pour une traversée cette fois dans l'autre sens, mais avec la même illusion de croisière de rêve. La suite est une autre histoire.